me semble, c'est pas clair encore. Tu sais, les Québécois sont capables de comprendre ça. Et c'est là que je m'en allais. Alexandre Dubé. C'est là qu'à un moment donné, comme contribuable, tu dis un instant. Oui, Alexandre, bonjour. Je veux juste dire aux gens, Antoine Robitaille ne sera pas là aujourd'hui pour des raisons personnelles. On le salue, on lui souhaite le meilleur. Alexandre, ce sondage-là, là, on parle beaucoup désastreux de la CAQ, c'est ta ligne. Le Parti libéral, tu sais, si Pablo Rodriguez est en première place, le PQ... Mais on ne parle pas de Québec solidaire qui est dans le fond de la cave, derrière le Parti conservateur. Ah non, on va en parler parce que je vais absolument réagir aux propos d'Émilie Lessard-Terrien que j'ai écouté avec attention. Quelqu'un que je respecte par ailleurs, on vient du même coin de pays, là, l'Abitibi-Témiscamingue. Mais j'écoutais ça avec, on se connaît un peu, là, mon regard de gars très pragmatique, cartésien. J'aimerais ça, moi, avoir encore mon regard de cégepien sur certains enjeux de la société. Or, des fois, la vie nous amène à évoluer. Faut quand même se rendre à l'évidence, là. Okay? Des chiffres désastreux pour Québec solidaire qui sont derrière les conservateurs d'Éric Duhaime. Ils ont 10% dans les intentions de vote. C'est un recul de 2 comparativement à mars, selon le dernier sondage léger, Le Journal. C'est un parti qui, est très idéaliste. Plusieurs ont encore leurs lunettes roses lorsque vient le temps d'aborder des enjeux de société. Mais la réalité, c'est un parti qui a raté son virage pragmatique, là. Lorsque Gabriel Nadeau-Dubois, souviens-toi, l'avait proposé, il a été très écorché. Il a même quitté la vie politique en disant « Je suis usé ». S'il y en a un qui a tenté de faire prendre un virage vraiment de gouvernance à ce parti-là, c'est GND. Et regardez ce qu'ils lui ont fait. Moi, j'entends ça. Je trouve qu'ils sont déconnectés des priorités des Québécois. C'est un parti aussi qui... On assiste à des déchirements internes de congrès en congrès. Un parti qui est devenu très montréalo-centré. Alors là, ça reste les mêmes défis, là. Il va falloir trouver une façon de quitter la ligne orange de Montréal, de faire des gains en région, mais c'est pas avec des discours que j'entends actuellement qu'on va réussir à faire des gains en région. Ouais. Est-ce que les chevaux de bataille choisis par Québec solidaire, puis aussi l'insulte ultime là, envers ses collègues de M. Boisy, là, qui parlait de racisme qu'il subissait à tous les jours, puis on les traitait comme une sous-race, puis c'était infâme comme propos. Ça, là, ça a tué tout intérêt pour Québec solidaire. Il y a des gens qui nous ont écrit pour dire ça. Il y a un virage. Oui, c'est sûr que ça a été... Il y a eu un avant, un après dans l'esprit de bien des gens. Là. Ça, c'est sûr. Maintenant, quand on regarde le portrait global là, de ce sondage-là, c'est un très bon sondage pour le Parti québécois, 33%, en hausse de 3. Là, alors, pour ceux et celles qui se demandaient les tarifs de Trump, est-ce que ça va faire en sorte que les gens vont migrer, vont quitter le Parti souverainiste? La réponse est non. Les libéraux sont deuxième avec 21%, en gain de 2. Toujours comparativement à mars, là. Et là où c'est effectivement catastrophique, c'est la CAQ. Là. La CAQ, c'est la dégringolade, un recul de 4 points, avec seulement 20% dans les intentions de vote. Ils tombent 3e, c'est le pire score depuis leur arrivée au pouvoir en 2018. Et ça va venir alimenter là, des espèces de petits bruits. Tu sais, moi, j'habite dans le bois, hein, tu sais, puis des fois, entre les branches, on entend toutes sortes de choses. Tu sais, des espèces de bruits qu'à l'intérieur même des rangs de la CAQ, puis il y en a qui commencent à parler, puis dire « Coudonc, est-ce qu'on devrait pas changer de cap? Est-ce que M. Legault est vraiment la bonne personne? » Puis là, ça fait en sorte que, puis tu l'as encore entendu cette semaine, là, M. Legault sort publiquement en disant « Non, moi, je vais être là en 2026, je vais être là. Je veux finir la job. » Alors, tu sais, ce sera rien pour aider tout ça, là, tu sais. Et là, tu regardes les conservateurs d'Éric Duhaime qui sont à 13% en gain de 1. Eux aussi, là, il y a un potentiel de gain qui est intéressant, ce qui va nous amener tantôt à parler d'Arthabasca, parce que ça, ce sera un test pour plusieurs partis, c'est-à-dire que le PQ veut garder le momentum, Duhaime veut faire son entrée à l'Assemblée nationale, puis la CAQ, là, s'ils perdent encore une fois une partielle, là, c'est parce que là, c'est défaite par-dessus défaite par-dessus défaite d'impartielle. C'est drôle, hein, Arthabasca, allons-y tout de suite, prend une importance démesurée. Ah oui, mais moi, j'ai rarement vu autant d'intérêt pour une circonscription, pour une partielle dans une circonscription auquel on n'a même pas encore la date.
Et juste avant de venir te parler, j'écoutais le point de presse là, de Paul Saint-Pierre Plamondon qui présentait officiellement son candidat, là, Alex Boissonneau. Paul Saint-Pierre Plamondon, donc, qui répétait un peu, puis partageait un peu les deux points qui l'ont motivé dans le choix là, de la candidature de M. Boissonneau, en disant, j'ai écouté le monde, puis le monde nous réclamait, nous disait, donnez-nous un des nôtres, quelqu'un qui vient de chez nous. C'est le cas de M. Boissonneau. C'est pas du tout un candidat parachuté. Là, lui, il a grandi là, il vient de là. Et l'autre point qui alimentait la réflexion de M. Paul Saint-Pierre Plamondon, c'était est-ce que le candidat que je vais choisir va rehausser le niveau à l'Assemblée nationale? Et il répond oui à cette question-là. Et il a réitéré que, M. Boissonneau avait été très transparent sur son passé de 2001, on se souviendra, Sommet des Amériques, est arrêté, a été condamné. Il avait 22 ans à cette époque-là. Il voulait faire un coup d'éclat là, pour protester là, contre le sommet. Veut pas minimiser quoi que ce soit, PSPP. Il dit, je l'ai écouté, je l'ai regardé dans les yeux et cet homme-là doit être jugé à ce qu'il a réalisé professionnellement depuis 18 ans à Radio-Canada et personnellement aussi comme père de 4 enfants. Alors, il dit l'avoir approché par au moins 2 fois, qu'il a refusé au moins 2 fois. Parce qu'il aimait son travail de Morning Man à Québec. Il en a sa pleine confiance et il se porte garant de sa candidature. Alex Boissonneau, j'ai écouté une partie de ses réactions avant de venir te parler. Je le sentais quand même ému, je le sentais fier de poser sa candidature pour la circonscription, pour les gens de chez lui. Il est en pays de connaissance, il y avait beaucoup de gens de sa famille qui étaient là. Parle d'une décision étourdissante. Et là, il est allé de front là, avec son passé. Il a dit, moi, j'ai rien à cacher. C'était connu de tout le monde ce qui est arrivé. Ça s'est passé. Je le regrette quand même. Et je regrette aussi, bien sûr, tout ce qui s'est dit pour ses proches, pour sa famille. Il faut pas oublier là, que c'est un être humain, c'est un père de famille, etc. Ceci étant dit, c'est intéressant parce que là, regarde la façon qu'on joue aussi de part et d'autre aujourd'hui. Tu sais, c'est comme un jeu d'échecs souvent, la politique. Là. Le PQ sort ce matin. Éric Duhem fait un point de presse en début d'après-midi et le PQ refait un point de presse en milieu d'après-midi comme pour avoir le dernier mot là, sur ce que Éric Duhem va vouloir assurément répliquer, parce que Éric Duhem a été très, très vif dans ses attaques hier. On l'avait reçu à l'émission de Mario. PSPP aussi, puis le Parti québécois, ils avaient droit de répliquer. Ils ont sorti certaines déclarations, disons, douteuses d'Éric Duhem là, dans son passé à la radio, concernant notamment les Noirs, concernant les gens de la Gaspésie. Alors, ça joue dur dans Arthabasca. On n'a même pas la date encore de la partielle, Benoît, dans Arthabasca. Les gants sont tombés. Ça joue dur. Là, c'est vrai que ça va brasser. C'est pas rien avec les médecins, comme dit François Legault. Ça va brasser dans Arthabasca aussi. Mais je pense à ça. Paul Saint-Pierre Plamondon va être à l'émission à midi et quart. Là, je me dis, s'il voulait un Morning Man, là, il a pris celui de Radio-Canada. Il va peut-être essayer de recruter Mario. Hey, on va l'attacher à 2 mains. Non, Mario nous a dit souvent qu'il ne retournerait pas en politique. Ouais, non, je suis pas trop inquiet. Je pense qu'il a goûté en masse. Un mot sur la population l'opinion de la population sur Satlic. J'imagine un peu vers quoi ça tend. Oui, sans grande surprise, ce sondage léger, le journal nous révèle aussi un peu le pouls là, actuel. Là. Puis on le voit aussi autour de nous. Là, 83% des Québécois pensent que le dépassement de coûts dans Satlic, c'est inacceptable. La même proportion pense que les ministres doivent être plus redevables. Ce à quoi je vais rajouter juste une petite parenthèse. Okay? J'entendais le nouveau ministre là, qui est responsable justement du virage là, numérique. Là. Moi, honnêtement, les oreilles m'ont frisé. Là. Quand j'ai entendu ce qu'il disait, il disait, là, je le paraphrase, là, mais là, je vais peut-être être un petit peu plus prudent là, quand les dirigeants de la SAC vont faire un compte-rendu sur X ou Y problématique. Parce que là, souviens-toi, la semaine passée, là, quand il y a eu la panne là, de 48 heures, là, puis que les succursales ont fermé, là, tout de suite, là, c'est de la faute à Microsoft. Ah, c'est Microsoft. Microsoft. Or, c'était pas Microsoft du tout, là. C'était une erreur à l'interne. Alors, le ministre, visiblement, avait été mal briefé. Mal briefé par qui? Par les dirigeants de la SAC. Et là, dans quel monde on vit si les dirigeants des sociétés d'État, OK, donnent de la mauvaise information aux ministres responsables, puis après ça, ces mêmes ministres responsables-là ne peuvent plus se fier sur la parole des dirigeants qui sont censés bien administrer les sociétés d'État, les organisations publiques, ce à quoi on finance à chaque année avec nos impôts. Puis,
Écoute, y a-tu quelque chose à cacher? Est-ce que quelqu'un a voulu camoufler quoi que ce soit? Puis après ça, c'est le ministre qui s'en va sur la place publique puis qui a l'air fou, là. En montrant du doigt la mauvaise personne? Mais y a-tu quelqu'un qui se fait sacrer dehors? Ben, écoute, sincèrement. Si le ministre n'a plus confiance en son personnel, qu'est-ce qu'ils font encore là? Ben oui, ou lui. Tu sais, lui qui dit, hey, moi, lui, le travail à ce monde-là, je m'en vais. Ben oui, ou on fait le ménage. On fait le ménage, là. Mais là, tu sais bien, on va y prendre d'une tablette, on va y mettre sur une autre tablette. Fait qu'on va payer pareil. Mais c'est quand même extraordinaire. Mais souviens-toi, là, Dominique Savoie, souviens-toi qu'il est la haute fonctionnaire numéro 1 au Québec. Oui. Souviens-toi, la commission Charbonneau, qui avait dit à propos du ministre des Transports, lui, il dit des choses, mais je suis pas obligé de le suivre, là, je suis pas obligé de faire ce qu'il dit. Attends une minute, ça veut dire que c'est toi qui décide comment ça va se passer. Toi qui n'es pas élu, c'est toi qui décides comment ça va se passer. Tu te souviendras aussi des déclarations incendiaires d'Éric Kerr à l'endroit de cette haute fonctionnaire-là, Mme Savoie. Là, des années plus tard, si on avance la cassette, Éric Kerr n'est plus ministre et elle est très puissante au sein de l'appareil gouvernemental. Ouais. Alors, tu sais, tu te dis, wow, OK, tu sais, qui rira bien, qui rira le dernier, mais tout le monde a des ennemis bien placés. Quand tu arrives à ce niveau-là, il y a toujours un snoro ou deux qui t'aiment pas. Fait que ça, il faut vivre avec. Ça, c'est sûr. Mais Benoît, moi, j'en reviens pas. J'en reviens pas parce que là, tu sais, le ministre est allé sur la place publique. T'sais, il est allé là, de fausses, pas de fausses déclarations, mais il est allé de déclarations sous de faux prétextes. T'sais, on l'avait mal informé. Moi, je comprends pas pourquoi ces gens-là sont encore en place. Maintenant, c'est pas juste ça clique le problème. Tu sais que dans le journal ce matin, il y a un autre ça clique peut-être qui se dessine à l'horizon. Là, c'est notre bureau parlementaire qui nous apprenait qu'il y avait un projet de modernisation du système de paye dans le réseau de la santé là, qui se dirige droit dans le mur. Le tableau d'affichage flash de voyants orange et rouge. La facture est passée de 202 millions à 430 millions. Ah, on n'apprend pas de nos erreurs. Hein? On se réveille, s'il vous plaît? Oui, mais on n'apprend rien. On n'apprend pas. Tu sais, depuis le début, là, tu sais, il y a 15 ans, on parlait du dossier Santé Québec. Les coûts aussi avaient explosé. Il y avait eu 5, 6 directeurs de cette affaire-là. Personne ne savait où ça s'en allait. Puis c'était un gouffre sans fond d'argent public. Puis, tu sais, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, on n'apprend pas des erreurs. Fait qu'on continue à les répéter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne de redevable. Parce qu'il n'y a personne qui va perdre sa job s'il travaille en cabochon. Ça, c'est la leçon du jour au gouvernement du Québec. Je pense. Pas sûr. T'as pas l'air sûr non plus. T'as pas l'air sûr non plus. C'est toujours la question de l'imputabilité. C'est toujours la question de l'imputabilité. Tu sais, s'il y a un fil conducteur dans tout ça, c'est constamment ça. Jamais personne d'imputable. Nos factures, c'est des dépassements de coûts par-dessus des dépassements de coûts. Puis dans ce cas-ci, le bureau parlementaire dit Éric Kerr a informé quand même Christian Dubé à partir de l'été 2024, donc l'été passé, des problèmes de ce projet-là. Ben oui. Ah, mais là, il va y avoir une commission d'enquête, puis tout va être réglé. Puis on va balayer ça en dessous du tapis. On va payer additionnellement la commission d'enquête. On ajoute ça au coût démesuré des projets qui sont mal gérés. Puis tout est bien qui finit bien. Fait que tout va bien. Hey, profite de cette belle journée dans ta contrée profonde, puis on se reparle demain. Parfait. À demain!